Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va mettre les livres à la une et on va mettre une lectrice également et son gang à la une. C'est dans Cosmo Réunionnais. Koussoum Lolibou, bonsoir. Bonsoir Gismi. Mettre une femme à la une, ça a toujours été quelque chose qu'on apprécie. Oui. Mais on va quand même parler bouquins. Oui, on va parler de livres. Ouais. Et avant de parler de livres, j'aimerais bien vous parler du gang des lectrices. Donc, nous sommes 5 filles, 5 chroniqueuses pays. Hein. Donc, il y a Gaëlle Permaguiton que vous connaissez, qui chronique toujours sous le nom de Galouette sur Babelio et sur Facebook et d'autres. On a aussi Lindsay qui chronique sur Book & Cook. On a France qui chronique sur... Alors, France, j'ai oublié sa chronique. Bookin & Co, pardon. Et Isabelle et Dominique qui chroniquent sur les horizons d'Isa et de Do. Donc, pendant un mois, on va inonder toutes nos Facebook, tous nos réseaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter et Instagram. Voilà, Instagram, sur les auteurs pays. Donc, on présente les auteurs pays, on montre leur visage et on donne quelques citations et on dit un peu quel type de livre ils ont écrit. Voilà. Ça, c'est une opération qu'on va mener pendant un mois. Alors, cette opération, vous l'avez appelée comment ? Alors, cette opération, c'est les auteurs pays. Voilà, les auteurs pays par le gang des lectrices. Voilà. D'accord. Espérant qu'on aura le plaisir de recevoir ce gang de lectrices sur ce plateau et de voir un petit peu, de comprendre un peu mieux leur passion. Oui. On va parler quand même oui, alors on va parler d'ouvrages. On va commencer par le livre d'Emmanuel Jeanvrin. Alors, c'est Roch Sakai pour... ceux qui ne l'ont pas encore vu la couverture, je rends l'ouvrage à... Merci. Et donc, Emmanuel Jeanvrin, on ne le présente plus, puisque c'est un auteur qui est connu pour avoir été publié chez Gallimard pour ses romans. Il est aussi dramaturge. Il a fait Raïna, il a écrit Chine et il a écrit Freedom, qui parle de la radio. Là. Ce sont des opéras. Des opéras rayonnés, et là-dessus on est un peu les premiers dans cette création d'opéra. On est un peu les premiers opéras à l'île de la Réunion. Et donc... On va juste rappeler qu'il a participé, entre autres, à la création du Théâtre Volard. Ah oui, évidemment, évidemment. Il est quand même dans la culture, il a déjà j'allais dire, une expérience et un passé. Oui, et ses nouvelles aussi dans Cagnard. On a reçu ici la revue Cagnard. Oui. Il écrit beaucoup dans la revue Cagnard de ses nouvelles. Alors là, c'est l'histoire d'un jeune, Jimmy, qui est parti de la Sakai à Madagascar. Alors juste préciser que Jimmy, ça s'écrit J-I-M-I. Oui. Ça n'a rien à voir avec le Jimmy en anglais ou bien à voir à James Dean. Ouais. Donc, il est rapatrié de la Sakai, qui est à la banlieue de Tana. Alors, là aussi, je vais prendre le temps, à chaque fois j'essaye de le faire. La Sakai. Oui. C'est quoi ? La Sakai, c'est une région qui est autour de Tananarive à Madagascar, et c'est là où les rayonnés ont implanté, en fait, été maraîchers. Voilà. Alors, là aussi, à chaque fois, j'aime bien embêter les gens parce que, en fait, c'est le nom de la rivière, la Sakai. Oui. Voilà. Oui. Donc, et ils ont planté là et ils se sont enrichis, ils ont bien vécu. Et puis un jour, ils ont été priés de quitter Madagascar quand l'indépendance est arrivée. 1961, je crois. Oui. Et donc, ils ont été priés de partir. Et donc, ce jeune est parti. Alors, juste pour dire que les Réunionnais qui sont rentrés de leur séjour de Madagascar dans le cadre de la Sakai,
les syndromes sont toujours Oui. vivaces. Oui. Et donc, c'est ce syndrome-là, on le retrouve chez Jimmy, où il ne sait pas où il ne sait pas où être. Il ne s'implante pas à La Réunion, alors que sa famille arrive au Tampon, où donc les autres, ses sœurs, tout ça, arrivent à vivre et à s'intégrer. Lui, non. Il a la tête donc à la Sakai, où il a laissé une jeune fille, Janice, et donc il ne fait que penser à elle. Et amoureux. Et évidemment. Donc, quand on dit jeune fille, je croyais que c'était sa fille. Donc, non. Non, il est amoureux. Et donc, à chaque fois qu'elle appelle au secours, voilà, il repart là-bas pour tenter de la sauver. Mais finalement, bon, ben, elle est prise dans la politique, elle est prise dans autre chose et il n'arrive pas à la faire sortir de Madagascar et de la ramener à La Réunion. De la ramener. Ça, c'est au début. Bon, ben, on va pas dévoiler la fin parce qu'il fait comme ça 3 tentatives pour essayer de la ramener. Et dans une tentative où il part avec... alors, je lis parce que Bumidum, l'ancienne AMT, Oui. voilà. Donc, je ne connaissais pas Bumidum. C'était un organisme qui prenait des jeunes. Charge les... Voilà. Et qui les envoie en fait en métropole, mais dans ce temps-là, il faisait une escale à Tana en préparation pour partir là-bas. Et à ce moment-là, lui, il s'échappe évidemment et il va retrouver sa Janice. Et voilà, on est encore dans des aventures. Qu'est-ce que c'est beau l'amour, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Donc et voilà, c'est son histoire d'amour et ça n'arrête pas. Il est tout le temps dans cet esprit d'aller sauver toujours sa campagne. Alors c'est un esprit de contradiction pour une simple raison, c'est que il a besoin d'un prétexte pour aller la voir, alors qu'il aurait pu tout simplement décider de partir et de rester avec elle finalement. Oui. Ah ben, il n'arrive pas à rester là-bas parce que ça lui fait trop mal. Il revient dans ce qu'était son petit quartier de la Sakai avant et tout est délabré, ce n'est plus comme ce qu'il a trouvé. Oui, les bâtiments sont en état de délabrement. Il reste encore quelques animaux voilà, qui se baladent autour. Oui. Mais il retrouve pas la vie qu'il y avait. Donc, il faut dire qu'au moment où il doit partir, il y a un déchirement. Oui, il y a une blessure qui s'ouvre en lui, et ça va être qu'il soit ici ou qu'il soit là-bas, de toute façon, il est perdu. Alors, ce qui est important, c'est que lui, il veut être musicien aussi, d'où rock dans le titre. Il veut être musicien et il va comme ça essayer de jouer de la musique pour gagner sa vie, parce qu'il n'aime pas l'école du tout, et pour aussi retourner à Madagascar et montrer et à La Réunion qu'il est devenu quelqu'un. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau roman que je vous conseille. Par rapport à ce que vient de dire Kulsum, la question, elle est beaucoup plus simple. C'est, à un moment, on se pose la question, il est plus malgache, il est plus réunionnais. Lorsqu'on se cherche, c'est là la difficulté. Parce que à un moment, quel que soit l'endroit où il sera, il n'est pas bien. Non, il n'est pas bien. D'ailleurs, Janice, elle ne quitte pas Madagascar, elle reste à Madagascar parce que elle dit non, moi je suis malgache, je suis rayonnaise, je suis créole mais malgache. Elle dit pas rayonnaise, elle dit créole mais malgache. Et je ne pars pas de là parce que j'ai des choses à faire ici. Donc finalement, Janice, c'est aussi un prétexte pour revenir à un endroit où il a établi des racines également. Oui. Sur cet endroit de la Sakai, il a construit sa vie, il a construit un peu ce qu'il est. Oui. Donc, c'est pas facile de partir comme ça et de dire qu'on tourne la page. Ah ben oui, non, c'est pas du tout facile. Alors, ensuite, je vous ai amené aussi quelques livres de Christophe Chabiran, qu'on connaît déjà, qui est déjà venu sur ce plateau, qui écrit beaucoup de nouvelles. Mais moi, j'avais jamais lu ces policiers dans la revue Policiers d'Outre-mer, et donc là j'en ai lu 4, et donc le lien entre ces 2 livres, c'est que lui aussi c'est un musicien, c'est un musicien de jazz. Ouais. Chaviron, Christophe il aime le jazz et il écrit, et dans ces 4 policiers il y a toujours un peu de jazz, un peu de ça permet une chose, la trompette, le saxo, ça permet d'installer cette ambiance un petit peu
j'allais dire, cubain, sud-américain. Ouais. C'est un petit peu... j'allais dire, entre la bossa et le calypso, Oui. on a un peu de rythme, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que à chaque fois, quand on a ça, et en plus c'est l'image du détective privé avec son galurin, sa vieille veste usée. Voilà. Et donc lui, Christophe, il nous raconte toujours les histoires entre l'île de la Réunion et sa Vendée natale. Hein, c'est ce qu'il aime et ce qu'il fait bien d'ailleurs. Donc dans ces 3 romans, alors on a Les Diaboliques aussi, et on a Toccata et Fugue. Et donc, dans ces romans policiers, il nous emmène avec ces 2 lieutenants de Malartic, Picard et Casambeau. Et donc, à chaque fois, ça démarre par un meurtre. Et ensuite, il va essayer de résoudre. Alors, les 2 lieutenants de Malartic, ce sont 2 copains, mais parfois, ça se chamaille bien. C'est toujours la même chose. Lorsqu'on est sur une piste, lorsqu'on enquête sur un crime, on n'interprète pas de la même façon les indices qu'on découvre. Chacun voit à sa façon et souvent ça s'effrite parce que on n'est pas d'accord avec l'autre. Et voilà. Et dans la goutte d'eau, donc il y a 2 romans, il y a La goutte d'eau et Comme les gouttes d'eau. Dans La goutte d'eau, c'est l'histoire de 3 copains, dont 2 frères jumeaux, les frères Naguin, et un autre, Fred Maillot. Donc c'est leur histoire. Quand ils ont fait leur service militaire ensemble, et puis quelques années après, il y a un d'eux meurt. Il est garagiste, l'élévateur tombe sur lui, il meurt. Donc l'enquête commence. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont fait leur service militaire en métropole et que là-bas, il a dû se passer quelque chose parce que quand ils sont revenus, ils sont soudés comme c'est un trio. Et donc, on ne sait pas. Donc l'enquête... On va dire des frères d'armes. Des frères d'armes. Et ensuite, l'enquête va se poursuivre parce qu'ils vont mourir un par un. Et à chaque fois, ça ramène à cette année 1990 où ils étaient au service militaire près de Nantes. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour déclencher cette folie qui amène à les tuer. Ah ben oui, au meurtre. Et donc, alors, on voit que Christophe écrit des nouvelles parce que la chute, c'est absolument pas ce qu'on attend. Alors, il nous emmène comme ça dans l'enquête, et puis, on s'attend pas du tout qui est le meurtrier. L'auteur de tout ce qui est policier, c'est vraiment d'avoir une fin qui est totalement décalée j'allais dire, au schéma qui se met en place, qui est normal. Et un bon écrivain, c'est celui qui arrive à surprendre avec la vraie raison du meurtre. Ben oui, parce que Casambeau, ça ressemble un peu à Colombo, et au dernier moment, un détail, un indice, et ça bascule. Voilà. Mais ça permet quand même, restons quand même logiques, les détails sont bien là, mais c'est l'interprétation qui change avec cette petite chose qui arrive comme ça, et d'un coup, on a une autre lecture de ce qu'on a établi. Oui. Alors, dans la seconde enquête, dans Comme 2 gouttes d'eau, dans la seconde enquête, c'est l'histoire d'un peintre, professeur de sport aussi. Il est peintre, il a 3 beaux enfants, une femme, Marie-Jo, tout se passe bien. Et puis un jour, son pote, Martial, lui dit « C'est bizarre, ton fils, il te ressemble pas du tout. » Et là, ça commence que j'étais dans cette tête. Je me suis dit, mon fils me ressemble pas. Pourquoi il me ressemble pas? Alors, discrètement, sans rien dire à sa femme, il va faire des tests ADN. Et là, il fait des tests ADN et puis, paf, il s'aperçoit que non. Que c'est vrai que cet enfant-là n'a pas les mêmes ADN, génétiquement, n'est pas le sien. Et donc là, ça commence, voilà. Et puis bon voilà. Que l'enfant, par contre, je trouve que cette phrase « ton enfant ne te ressemble pas », c'est un peu... Oui. Je trouve que là, ça a été un peu tiré par les cheveux. Eh ben oui, donc ça part en fait de cette remarque-là. Et puis après,
il va se passer quelque chose. Alors, juste conclure pour ce que je viens de dire, la génétique est souvent ce qu'elle est. Parfois, on peut ressembler à quelqu'un Oui. à 2 ou 3 générations avant, et ni à sa mère, ni à son père. Ça ne veut pas que lui ait pensé à ça à ce moment-là. Oui, mais alors comment tu peux expliquer que l'ADN ne suit pas? Même si on Non, est... que l'ADN ne suit pas, ça je comprends, mais qu'il ait eu le besoin Oui, d'aller faire cette remarque? l'analyse, Oui, l'analyse oui. de sang pour savoir si... Oui, il a fait s'ils l'analyse ont, salivaire et tout voilà. ça, et pour aller voir si ses enfants. Alors il va voler les cheveux dans les brosses de ses enfants, tout ça, et il va faire l'analyse pour vraiment savoir qui a son ADN. Qui a l'ADN. Et donc ça rappelle l'histoire de Datura, donc le premier livre que j'ai prêté à mon bof, donc je peux pas vous le montrer. Ça le rappelle parce que là aussi l'enquête utilise des tests ADN pour trouver le coupable, pour trouver qui a fait le meurtre et qui tue qui. Et donc, ce qui est rafraîchissant dans ces romans, enfin de ces enquêtes policières qui se lient très vite. Pendant tous les 4 romans, on reste toujours sur les mêmes. Picard et Casambeau, les 2 lieutenants de Malartic, on les suit partout. Et après, dans celui-ci, ça démarre avec l'assassinat de la femme de Casambeau, d'un des lieutenants. Donc, voilà, sa femme est retrouvée pendue dans la maison. Et on se demande qu'est-ce qui s'est bien passé, puisqu'elle n'était pas du tout de ce genre-là. Elle pratiquait du yoga, elle aimait la vie. Pourquoi on la retrouve assassinée? Qui l'a assassiné? Qui l'a assassiné? J'allais dire qui l'a suicidé. Oui, qui l'a suicidé. Donc là aussi, pareil, on suit cette enquête, mais là, Casambeau, lui, il est écarté de l'enquête. Oui, c'est normal. Oui, et donc on va le suivre. Et puis, tout d'un coup, on va apprendre qu'elle elle avait des filiations avec un autre personnage du premier roman. Et ça, c'est marrant. Moi, je pensais que on aurait plutôt amené des indices qui auraient impliqué le Casambeau. Oui, au début, oui. Au début, évidemment. Au début, son Picard lui dit, écoute, je te connais bien, je sais que t'es pas capable de ça, mais t'as pas d'alibi à cette heure-là. T'as dit que t'es allé boire un coup et manger au Roland-Garros à Saint-Denis, mais personne t'a vu et le serveur ne se souvient même pas de toi. Donc là, il y a quand même quelque chose. C'est tout l'intérêt, bien sûr. Je veux dire, quand on rédige ce genre de fiction, c'est d'impliquer les proches au maximum et après de mettre en place des indices qui, à la fin, permet cette chute exceptionnelle. Cette chute exceptionnelle. Donc là, on va suivre l'enquête avec l'autre qui est écarté et au fur et à mesure, il y a comme une colère qui va monter en lui, il va se retenir de sa colère. Mais voilà, ça se termine parce que partout, ils arrivent à trouver, c'est du Colombo, ils arrivent à trouver le coupable. Même si c'est pas celui dont on pensait, dont on croyait, ils arrivent à le trouver. Oui, parce qu'à un moment, il y a un indice sur lequel on n'a pas vraiment travaillé, qui arrive. Cet indice-là arrive au bon moment, donc, et c'est là que ça permet de relancer et de prendre la bonne voie. Voilà. C'est, j'allais dire, cette cuisine qui permet de passionner, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ce genre de lecture, à essayer de comprendre la psychologie, à partir d'un élément, de remonter tout un... Oui, toute une file, et vraiment, là, ce sont vraiment d'indice en indice. Et là, on retrouve Chavirand dans cette histoire où le mari va faire les analyses pour voir qu'un de ses enfants n'est pas de lui. Là encore, c'est parti pour une autre enquête, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment elle m'a trompé, à quel moment elle a eu le rapport sexuel qui a amené cet enfant-là. Il y a tout un contexte et c'est vraiment pour, j'allais dire, créer la confusion et donner à l'auteur vraiment envie
de tirer les ficelles pour tout remettre en ordre. Le perdre, quoi. Hein. Ouais. Voilà, pour perdre le lecteur. Et c'est vrai que de temps en temps. Et puis, il part aussi des fois dans des échappées avec la moto et tout. Et donc, il nous emmène ailleurs. Et c'est vrai que le lecteur est un peu perdu parfois. Non, mais c'est le jeu. Je veux dire que tout est bien pensé pour que le lecteur soit perdu. Oui. Et pour que quand il arrive au bout et il voit qui... et qui te disent, finalement, j'aurais dû penser comme ça, et il met à contribution le lecteur. De toute façon, le lecteur, généralement, au moment où il voit le meurtre dans le livre, il commence déjà à dire, à chaque fois qu'il voit un personnage, c'est un tel, pourquoi ? C'est le jeu, et c'est bien fait en plus. Oui, c'est très bien fait. Et voilà. Donc voilà pour les prochaines lectures. Je vous les conseille vivement parce que, évidemment, ça se lit rapidement. Il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est facile, c'est fluide. Et en plus, ça vous met dans une posture qui va être drôle au bout de 3 livres, c'est que vous allez devenir inspecteur. À chaque fois qu'il y a un problème, vous allez essayer de raisonner. Exactement. Comme un flic, comme un policier, en disant « Ah, il y a eu ça ». Et c'est drôle à un moment donné de devenir un peu... Ouais, alors, je ne sais pas si les lieutenants de Malartic à Saint-Denis l'ont lu, mais c'est vrai qu'il y a quelques détails croustillants sur Malartic. Voilà. Il y a toujours des détails croustillants parce que on sait comment ça se passe, on écrit volontiers. Oui. Voilà. Merci Koulsoum Lolibou pour ce moment de détente, puisque ça reste un moment de détente parce que on se met à la place des policiers et on essaye de trouver le meurtrier ou la meurtrière avant la fin. Ouais. Merci Koulsoum. Merci Gismi. Merci et on se dit la semaine prochaine. Pour l'instant, on marque la pause. En attendant d'avoir Guy Roger sur ce plateau. À tout à l'heure. La question peut-être poète ou pas poète. Je dirais plutôt poète. Elle cassait les cuits, qu'elle a commencé à écrire pour amuser la galerie et qu'elle a trouvé ça amusant. À quel âge vous l'avez commencé ? Très vieux, parce que ça fait... Depuis 2010, enfin, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, je suis arrivé devant la mairie de Salazie, je vois une affiche. Grande conférence internationale de la poésie, animée par Ève Prosper. Et Ève Prosper, c'est un monsieur, vous connaissez Ève Prosper, c'est le grand historien, mais il est né dans le même quartier que moi. Ma maison et sa maison étaient à 50 mètres, séparés de 50 mètres. Et puis, en plus que ça, on a peut-être les mêmes origines, presque de la même famille. Hein? Donc, j'ai dit, la poésie, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pas question ça ne m'intéresse pas, mais ça ne me parle pas. Mais je vais faire quand même un tour pour saluer ce monsieur-là. Voilà. Et en entrant, j'étais pas fait pour aller dans une conférence. J'étais sale avec un vieux jogging, une vieille chemise. Et je me suis mis derrière un poteau dans la salle du conseil municipal pour me cacher un petit peu. Et puis, j'écoutais les commentaires, tous les interviews, les commentaires, le dialogue, tout ça. Et puis tout d'un coup, le président, M. Prosper Ève, dit s'il y a des questions dans le public, il pourrait venir lui poser. Et les gens qui sont autour de la table, poser des questions, ils vont nous répondre. Alors je suis sorti derrière mon poteau et je me suis avancé et je lui ai dit simplement, la poésie, j'aimerais bien en faire, mais je ne suis pas qualifié pour le faire. Je n'ai pas la technique, je crois qu'il faut vraiment être bon pour être un écrivain, un poète. Et donc là, aujourd'hui, je ne suis pas né pour ça, mais j'aime bien écouter la poésie et j'aurais bien aimé déclamer aussi des poésies parce qu'à l'école, j'aimais bien faire les récitations comme tout le monde. Hein. Les récitations et puis... Mais depuis mon très jeune âge,
je faisais des petits poèmes dans mon imagination, je parlais de n'importe quoi, de n'importe qui. Et puis, ben voilà. Et ce monsieur, tout d'un coup, il y a monsieur le maire qui arrive, parce qu'il n'était pas là, c'était son adjoint qui le remplaçait. Il est arrivé et son adjoint est parti. Et il a pris est parti, il a pris sa place. Et à côté de lui, il y avait une place vide. Et comme il connaît bien, on est bien amis, il m'a appelé, il m'a dit, Albert, viens t'asseoir ici. Ouais. Et moi, j'étais confus, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis tout d'un coup, ben, je suis parti comme ça, mais sans chercher à comprendre. Hein. Même salle, je me suis mis assis à la table de la conférence. Et tous les gens me regardaient. Et puis on discutait sur diverses choses. Hein. Et il y arrivait un sujet qui est arrivé, le créole à l'école. Et moi, c'est un sujet, pas qui me passionne, mais qui m'interpelle. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, il y a des gens qui parlent de ça. Et puis tout d'un coup, il y a une dame qui a dit qu'elle voudrait bien mettre le créole en pratique dans sa classe, mais que c'est les créoles même qui sont réticents à cette langue, qui ne veulent pas que le créole soit enseigné dans cette classe. Moi, je me suis levé tout d'un coup, hein, instantanément, comme ça, d'instinct. Je dis, madame, en faisant montrer du doigt comme ça, c'est-à-dire, j'étais vraiment pas bon. Hein. Je dis, madame, si le créole n'a pas été enseigné à l'école, c'est de votre faute, parce que vous l'avez interdit à l'école avant. Quand on parlait créole avant à l'école, on recevait des baffes. Hein? Et puis j'ai dit, c'est à vous, c'est vous l'auteur. Mais après, je dis, et l'histoire créole, et l'histoire réunionnaise, dans tout ça, où c'est que vous l'avez mis? Nous, on connaît que Madame Desbassins, ouais? Des gens comme dit créole, la tape sur notre qui, la fouette à nous. Ouais? On connaît ça, on connaît que des gens qui ont fait du mal, qui des maîtres de l'esclavage. Ouais? Mais on ne nous parle pas de Raymond Albius, un esclave qui est devenu, enfin, je dirais pas célèbre parce qu'on ne l'a jamais célébré, Raymond Albius. Ouais? Même mais il a son mérite quand même. Ouais? Ben, et c'est ça que j'ai insisté un petit peu là-dessus. C'est parce que quand un créole comme ça qui a fait quelque chose de bon, eh ben, jamais on le voit dans l'histoire. On apprend ça à cause des... Parce que mon grand-père, c'était un érudit. Il connaissait beaucoup de choses. Et c'est lui qui nous a rappelé, nous avait dit cette histoire-là, vraiment Albius, tout ça. Mais nous, à l'école, on n'avait pas appris tout ça. Oui? Et moi, j'ai dit, ce serait bien qu'à l'école, on nous fait montrer ce que les gens nous ont apporté, mais aussi ce que nous avons apporté à l'île de la Réunion. Ouais? Parce qu'on est méritant aussi. On n'est pas venu ici de plein gré, si vous voulez, mais on a travaillé quand même à embellir cette île et pour trouver un espace de vie correct. Et c'est un peu grâce à nous que cette île s'est élevée. Pourquoi vous avez eu envie d'être poète, d'écrire des vers très jeune? Très jeune, c'est pas que j'ai eu envie d'écrire. Moi, j'ai la paresse d'écrire. C'est pour ça aussi on dit que je suis prolifique dans ma tête, mais à l'écriture même, mais pas du tout. Donc, très jeune, j'avais pas envie d'écrire, mais j'ai trouvé ça un amusement de trouver belle l'écriture.
l'écriture bien rimée, bien, qui avait un son, qui avait... Voilà. Donc, ça c'est comme ça. Voilà. Mon nom est l'écriture de jeunesse. Et là, je me suis mis à l'écriture parce que c'est un défi. Quelqu'un m'a lancé un défi et je l'ai relevé. Ouais. Il y a monsieur le maire dans cette conférence-là, avait dit, Albert, parce qu'il m'appelait Albert, il m'appelle Albert, toujours Albert. Hein. Albert, si tu écris un poème, je le mets dans la revue municipale. Alors il a dit ça, et il a dit, la semaine prochaine, et il va envoyer ça à la rédaction, il a dit, si tu écris un poème, là, je le mets tout de suite dedans. Il a dit, bon. Il dit, à cause, il n'est pas capable d'écrire quoi? Mais donc, demain, m'amène un poème pour. Voilà.